Bienvenue sur edukia.com, la plateforme dédiée aux études supérieures, à l'orientation scolaire et professionnelle en Afrique. Je m'appelle Ina et j'ai le plaisir sur cette chaîne de partager avec vous des conseils pour réussir votre avenir professionnel. Alors, vous retrouverez sur edukia.com tout ce qui est fiche métier, interview de professionnels, un test d'orientation, mais aussi des conseils pour préparer votre futur. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un Zoom métier. C'est un métier qui fait rêver, qui donne envie autant aux jeunes qu'aux personnes beaucoup plus âgées. Nous avons le plaisir pour cela de recevoir Monsieur Innocent Zo, qui va nous parler du métier de pilote. Merci beaucoup pour ta présence et pour ta disponibilité parce qu'on est sûr qu'on va partager énormément d'informations. Alors, je voudrais tout d'abord te demander de te présenter pour les internautes. Alors, moi c'est Innocent Zo. Je suis officier pilote de ligne. Pour le sens commun, on dira pilote de ligne. Je pense que les internautes auront le temps de me découvrir en fait à l'occasion des questions qui me seront posées. Ok, super. On commence bien. Alors, ce que moi je voulais savoir, et je pense que plusieurs personnes aussi seront intéressées à le savoir, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? Vous aurez l'impression que c'est du copier-coller, mais quand j'étais tout petit, quand j'ai discuté encore avec mes parents, ils me disaient tiens, tu sais que quand tu étais petite, tu avais dit que tu voulais devenir pilote. Après, ça semblait tellement loin dans la tête que je me disais la réalité, le coût énorme de la formation, vite fait en fait de nous rappeler au quotidien. Du coup, j'ai opté pour, au départ, un métier qui était beaucoup plus analytique, donc la statistique, l'économie et j'en passe. Et quand s'est présentée l'occasion en fait, de pouvoir savourer ce rêve que j'avais depuis tout petit, j'ai pas hésité, j'ai foncé et puis aujourd'hui je pense que ça paye. Tu vas nous expliquer un peu quel a été ton parcours et puis ce qui t'a mené finalement à ça, parce que ça je sais que c'est une question qu'on peut beaucoup se poser en Afrique de l'Ouest en particulier, voire même en Afrique de manière globale. Quand je veux être pilote, qu'est-ce que je fais? Quelle formation il y a, en tout cas si c'est pas en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, pour que j'arrive à mon rêve? Parce que justement ça peut sembler inaccessible. Donc je vais commencer du coup par la première question, enfin la deuxième peut-être, c'est plutôt de savoir quel est ton parcours, comment tu es arrivé là? Alors, je pense que mon parcours risque d'être un peu compliqué. Je vous explique rapidement. Faut dire qu'à la base, avec mon parcours, on ne peut pas pressentir en fait que je deviendrai pilote. D'abord, j'ai eu un baccalauréat scientifique au lycée scientifique de Yamoussoukro, justement. Et par la suite, j'ai fait un DUG en sciences économie. Donc, j'ai fait mon DUG en sciences économie. Par la suite, je suis rentré à l'École nationale de statistique et d'économie appliquée, l'ENCA, où j'ai eu à faire, dans un premier temps, une formation d'adjoint de la statistique. Et un peu plus tard, j'ai fait un cycle ingénieur en statistique. Et dans le même temps, donc la même année, j'ai fait aussi en cours du soir un cycle ingénieur en informatique. Et à l'issue de ma formation de statisticien, pour la petite histoire, je me suis, c'était le moment de choisir en fait les lieux où on devait faire nos différents stages et je n'étais pas présent. Je suis arrivé juste à la fin des choix et j'avais vraiment pas le choix. J'ai dû en fait opter pour le service, des prix de l'Institut national de statistique. Et de là, il s'est trouvé qu'après le stage en question, la compagnie dans laquelle j'exerce actuellement voulait un analyste des prix. Ok. Voilà, vous commencez à faire le lien. Donc j'ai postulé et avant même d'avoir soutenu, ma candidature avait été retenue. Et c'est ainsi que je suis arrivé à l'aviation. Enfin, je suis arrivé dans le domaine de l'aviation. Donc j'ai fait d'abord mes premières classes au niveau du commercial où j'ai eu l'occasion d'avoir un mentor en la personne de M. Laurent Loukou qui m'a quand même guidé dans les différentes branches du secteur d'activité. Donc j'ai fait un peu de finance avec lui, un peu de ressources humaines, bref, j'ai touché un peu de tout. Et un peu plus tard, donc, il y a eu le concours qui a été lancé par la compagnie justement pour recruter de jeunes Ivoiriens pour devenir des pilotes de ligne, donc assurer la relève. C'est ainsi donc que j'ai passé le concours et ça a marché. Ok, félicitations. Voilà, merci déjà. Et donc, j'ai suivi dans un premier temps une formation de à peu près 12 mois en théorie, donc à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro.
Et par suite, donc, pour la formation pratique, on dirait le in-flight phase, on a dû se rendre à Agen, dans le sud de la France. Ok. Justement parce que l'école qui distillait la formation, en fait, avait ses locaux là-bas. C'est là-bas, en fait, que nous avons fait la in-flight phase, en fait. Ok. Et donc, à l'issue, voilà, différentes tests et tout ça, j'ai obtenu le certificat et j'exerce maintenant en tant qu'officier pilote de ligne. Ok, super. Voilà. Et du coup, je vais plutôt parler maintenant de le sigle EASA. Parce que ça, j'ai beaucoup vu ça sur les parcours de pilotes. Ah, EASA? Oui, voilà. D'accord. EASA, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le diplôme, si on veut, qui permet d'exercer ou... Non, ce n'est pas le diplôme. En fait, l'EASA, c'est un organisme européen qui est chargé en fait de s'assurer de la délivrance des licences et de tout ce qui est normes pratiques en fait, qui entourent ce métier-là au niveau de l'Europe. Okay. Donc il y a différentes structures comme ça qui sont implantées un peu partout. Aux États-Unis, ça sera la FAA. Et voilà, donc c'est vraiment européen, c'est typique en fait à l'Europe et ils sont chargés en fait de définir en fait des règles et tout ça qui concerne en fait la licence des pilotes, l'environnement en fait aéronautique. Ok. Ouais. Donc si je comprends bien, si je suis un jeune que j'ai envie de faire le métier de pilote à l'heure actuelle, je suis en Côte d'Ivoire, il faut nécessairement que j'aille à l'étranger pour l'instant pour passer le, on va dire diplôme, comme c'est le mot un peu compris par tout le monde. D'accord. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'école qui distille la formation des pilotes. Par contre, ce qui s'est fait par le passé, ce qui m'a emmené en fait au pilotage, c'est que l'entreprise dans laquelle j'exerce a lancé un concours. Et donc à l'issue de ce concours-là, il y a eu un recrutement et on a fait nos premiers pas à Yamoussoukro en France. Je sais qu'il y a d'autres écoles en Afrique, notamment en Afrique du Sud, je pense aussi au Maroc, Maroc ou Tunisie, c'est selon, où il y a des écoles en fait qui sont implantées et qui distillent la formation depuis la partie théorique jusqu'à la partie pratique. Ok. Ouais. Et du coup, à ce que j'entends, les mathématiques, c'est quand même une force que tu as toujours eue. Je ne vais pas me lancer les fleurs, mais on peut dire que oui, je suis relativement à l'aise en fait avec les mathématiques, la physique. Ok, et c'est nécessaire pour être pilote, on est d'accord? Je dirais que c'est ça à sa place. Oui, c'est nécessaire. Il faudrait quand même avoir un minimum en mathématiques. Après, c'est sûr que c'est moins contraignant que par le passé, grâce justement au numérique, à tout ce qui est nouvelles technologies, tout ça, les avions ont vraiment évolué. Il y a tellement maintenant de systèmes qui sont mis en place pour faciliter le métier, pour aider le pilote à véritablement se concentrer sur son cœur de métier et tout ça. Donc oui, les mathématiques c'est important, mais je veux dire, quelqu'un qui se donne un tout petit peu, même s'il n'est pas totalement bon en maths, il peut quand même prétendre à ce boulot-là. Ok. Du coup, en plus d'être pilote, tu fais aussi ce que tu avais dit, une analyse à côté? Oui, en fait, là, c'est un petit plus me concernant. Comme je le disais tantôt, l'entreprise justement où j'ai commencé à exercer, c'est la même dans laquelle j'exerce justement actuellement. Disons que j'ai eu à faire quand même mes premiers pas en fait au niveau du commercial et tout ça. J'ai touché un peu à tout. Et en tant que pilote, ils ont trouvé bon que je m'intéresse aussi à un autre pan de l'activité, c'est-à-dire au-delà du commercial, au-delà de tout ce qui est peut-être ressources humaines et tout ça, il y a aussi la partie opérationnelle. Et l'opération génère des coûts. Et qui mieux que le pilote en fait est plus à même de pouvoir véritablement juguler ses coûts. C'est-à-dire lorsque tu prends un avion, c'est toi qui décides de la quantité de carburant que tu mets. C'est toi qui décides sous certaines balises évidemment de prendre telle trajectoire ou telle autre, donc de réduire en fait la distance que tu parcours et tout ça. Et tout ça en fait ça engendre des coûts qu'il faudrait pouvoir expliquer. Et donc, de par mon ancienne casquette, si je peux le dire ainsi, j'ai eu quand même à bénéficier de l'aura de mes chefs qui ont bien voulu en fait me mettre en tant que chef de service contrôle de gestion exploitation. Voilà, donc j'exerce autant en tant que pilote qu'en tant que contrôleur de gestion exploitation. D'accord, ok. Et au niveau du concours, je ne vais pas demander quelles sont les matières, mais plutôt quelles sont les épreuves qu'il faut passer? Alors, je pense que là, il faut faire le distinguo. Le concours, il a été lancé par la compagnie en vue de recruter
un certain nombre de jeunes ivoiriens. Donc, il y a eu divers concours, il y a eu divers tests. Il y a eu un test psychotechnique, il y a eu des tests de maths, de physique, de culture générale, d'anglais aussi, qui est super important justement dans l'activité. Oui, c'est déterminant justement. L'anglais, ça. En fait, à chaque fois, j'arrive pas de le dire. Donc, du coup, quand quelqu'un le dit, je souligne. Voilà. Non, mais franchement, tout ce qui se fait, je dirais pas de bien, mais en tout cas, le langage de l'aviation, c'est l'anglais. Voilà, c'est le basique. Il faudrait comprendre l'anglais. Justement, il y a un certificat qui est dédié et auquel en fait on doit avoir au minimum le niveau 4, voilà, pour pouvoir exercer. Okay. Pour quelqu'un qui a de l'argent pour financer sa formation, il peut se rendre dans une école de pilotage et payer sa formation. Okay. Voilà, donc je pense que c'est après le bac. On peut prétendre en fait à cette formation. Okay. Tu as 1 an d'abord de partie théorique et puis à peu près 1 an de partie pratique. Ça, c'est ce qui concerne en fait l'Europe, parce que c'est là que j'ai fait ma formation. Je pense qu'aux États-Unis et puis au Canada, c'est un peu différent. Je pense que c'est un peu moins. Mais il faudrait ça vérifier. Voilà. Donc il y a la partie concours lancée par une entreprise qui désire recruter un certain nombre de personnes, donc qui doit faire un tri sélectif. Et il y a une autre partie en fait qui concerne quelqu'un qui a les moyens pour s'offrir cette formation, donc qui se rend dans une école, qui paye un peu comme si tu payais pour pouvoir avoir une formation de comptable, de ressources humaines et tout ça. Et du coup, pour cette première personne, on va dire, c'est une formation qui dure 2 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, elle dure 2 ans, en tout cas en Europe. Ok, ok. Et sinon, on a un parcours comme le tien, c'est-à-dire déjà préétabli, et puis après, on décide d'ajouter 1-2 ans de formation pareil que finalement le premier, quelque part. Voilà, c'est ça, 2 ans en fait, plus précisément 2 ans. Voilà. Ok, d'accord. Alors, la partie qui fait rêver, je suppose. Qu'est-ce que tu fais au quotidien quand tu te réveilles le matin? Bon, disons que plein de choses se sont passées, tu es arrivé au travail. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer basiquement comment est-ce que on prépare en fait, on se prépare avant d'aller en vol. Donc, ce qui s'est fait déjà au niveau de ma structure, c'est qu'on reçoit ce qu'on appelle les dossiers de vol. Un dossier de vol, il comprend en fait plusieurs éléments. C'est un ensemble d'indications pour te donner des informations relativement déjà à l'escale de laquelle tu pars, où est-ce que tu t'en vas et tout ce que tu pourras avoir en route. Donc on verra à l'intérieur ce qu'on appelle les NOTAM. C'est des informations relativement en fait à la disponibilité des infrastructures au sol, est-ce qu'il y a des spécificités, tout ça. Il y a une fiche météo qui te donne en fait évidemment tout ce qu'il y a comme situation météorologique, aussi bien sur ton escale de départ, ton escale d'arrivée, est-ce que tu pourras avoir en route, les vents et tout ça, est-ce que tu as des vents favorables? Le vent favorable, c'est le vent qui te pousse, le vent défavorable, c'est le vent qui te retient. Voilà, donc il y a un ensemble d'indications comme ça. Ensuite, tu as ce qu'on appelle l'AGENDEC, qui fait office de passeport, parce que lorsque tu te rends dans le pays, tu n'as pas nécessairement besoin en fait, d'avoir le visa en tant que navigant. Tu es dans l'exercice de tes activités. Voilà, donc c'est ce papier qui prouve que, évidemment, voilà. Donc, tu as un ensemble d'informations comme ça que tu as. Donc tu t'assures en fait que ces informations sont cohérentes. Et tu étudies chacun des éléments, notamment les NOTAM, la météo, parce que c'est ce qui te garantit en fait que le vol il est possible et comment est-ce que tu peux t'arranger en fait pour faire le vol dans les standards de sécurité. Voilà. Ensuite, tu arrives, tu discutes avec le commandant de bord, avec l'équipage, on se briefe tous sur la mission qui nous est confiée. On passe à ce qu'on appelle le CCO, donc le centre de contrôle des opérations, avec qui on échange aussi, qui pourra encore nous donner certaines spécificités. Et une fois que ça c'est fait, donc on se rend à l'avion. Voilà. On se rend à l'avion, on prend en compte l'avion, c'est-à-dire on s'assure que le minimum réglementaire en fait est réuni. L'avion il est opérationnel, les différentes fiches qu'on appelle les fiches de procédure et tout ça sont bien mises dans l'avion. L'avion il est propre évidemment, on va accueillir des passagers, c'est le minimum, il faut leur accorder le confort en fait, il est dû. Et voilà, que vraiment toutes les opérations sont bien. Et je pense qu'on est prêt, on a fait prêt pour le vol. On accueille les passagers, on fait la petite annonce et c'est parti. Ok, bon, après tu ne nous dis pas ce qui se passe en haut là-bas.
Il n'y a pas grand-chose à savoir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu comme, je pourrais qualifier ça d'une symphonie. Ah. C'est-à-dire, oui, c'est comme une symphonie. C'est basiquement ce qu'il faut savoir pour l'aviation commerciale, ce qui est différent de l'aviation privée, militaire et tout ça. Pour l'aviation commerciale, on est au minimum deux. Il y a le commandant de bord qui est un pilote, mais qui a plus d'expérience et qui est le responsable du vol, le responsable premier. Il n'y a pas de capitaine dans un navire. C'est le responsable du vol, c'est lui à qui revient la dernière décision. Mais il ne faut pas occulter le fait que le copilote ou le first officer, comme c'est marqué sur ma fiche, ou officier pilote de ligne pour les francophones, a le devoir en fait d'informer son commandant sur toute situation qui pourrait concourir, qui pourrait en fait avoir un impact sur la sécurité et tout ça. En gros, vous êtes deux pilotes sur un vol et avec des rôles différents. Il y a le rôle du pilote flying, le PF, celui qui pilote l'avion à l'instant, et le pilote monitoring, c'est celui qui assure la radio, la communication avec le sol. Le commandant peut être PF ou PM, pareil que pour le copilote, selon la mission. Voilà. Juste avant le vol, on s'entend, ben, tiens, est-ce que l'étape t'intéresse? Oui, je veux bien la faire. Et puis ben, voilà, c'est comme ça que sont répartis les rôles. Donc voilà, c'est comme une symphonie. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon un flow. Donc moi je touche ce bouton pendant que lui il est en train de toucher ce bouton et pour quelqu'un qui n'est pas forcément versé, qui se retrouve là à regarder, il verra une symbiose, une synergie, mais sans pour autant que vous vous connaissiez depuis longtemps. C'est comme ça que ça doit être fait, on est entraîné pour en fait, ça garantit, ça devient des réflexes en fait, donc ça garantit la sécurité et puis la bonne marche du vol. Ok, c'est là, enfin, je vais essayer de mettre la petite touche d'humour en fait, j'ai envie de savoir. Tu as parlé d'un dossier que vous aviez avant, de plusieurs mêmes dossiers que vous vérifiez. Maintenant, s'il y a un élément qui ne correspond pas à ce qui se trouve là-haut, qu'est-ce qui se passe? Bon, après, il faut savoir que c'est des prévisions. C'est des prévisions, mais comme je l'ai signifié plus haut, hein, les systèmes ont tellement évolué, la technologie a tellement avancé que maintenant, on arrive vraiment à prévoir, dans le menu frottin, vraiment, on arrive à être assez exact. Il peut se trouver que ben, la nature elle est capricieuse. Ce qui a été prévu, ben, c'est pas ce qui arrive. Mais justement, c'est à ce moment-là que on réagit en tant que pilote. Voilà, c'est-à-dire on est entraîné pour les situations les plus extrêmes, si je peux m'exprimer ainsi. Mais tiens, pour la petite histoire, est-ce que vous savez qu'un avion de ligne qui a deux moteurs, il est fait en fait à l'origine, il est certifié pour voler avec un seul moteur. Ah ok, donc le deuxième c'est vraiment pneu de secours quoi. Pneu de secours c'est plus parce que dans l'aéronautique il y a ce qu'on appelle en fait la redondance. Donc chaque système que vous voyez dans l'avion, il a au moins un doublon, sinon un troisième, qui est censé prendre le relais au cas où il tombe en panne. Pour vous dire qu'il y a vraiment la sécurité qui est de mise et on est tous embarqués dans la même histoire. Voilà, l'avion, voilà, le commandant devant, le copilote devant, il aime autant sa vie, sa famille, ses amis que tous les passagers à l'arrière. Voilà, donc on est vraiment conscient de tout ce que voilà, ça implique, on est assez sérieux, rigoureux justement. Et effectivement, on entend ça, on voit ça. C'est quoi les avantages de ton métier? Basiquement, je pourrais vous dire qu'on voyage beaucoup. Voilà. Je pense que ça permet de se découvrir, de découvrir les autres. Dans la mesure où, dans de grandes compagnies comme Air France, tu peux te retrouver en fait à voler avec une personne, mais une fois tous les 2 ans. Mais juste pour le vol, pour la mission que vous avez à faire ensemble, vous arrivez en fait à créer une certaine symbiose. Voilà, donc ça t'apprend toi-même à pouvoir créer facilement du lien. Au-delà de ça, ça permet aussi de découvrir de nouvelles cultures, de voir que ben, tes réalités ne sont pas forcément les mêmes partout. Et ça t'apprend une certaine humilité. Tu as un certain recul face à certaines situations. Voilà, donc ça permet vraiment d'apprécier la diversité de la vie. Et je trouve que c'est vraiment positif. Tu ne te sens pas un peu roi du monde quelque part quand on est au vol? Alors, non. Non, c'est vrai qu'on se sent près des dieux. Oui, parce qu'on est dans le ciel. Mais non, je ne dirais pas on ne se sent pas roi. Je pense que ça nous apprend à être relativement humble.
Même dans la mesure où tu te rends compte que déjà à un âge relativement jeune pour certains, tu as la vie de... Peut-être dans l'avion, on voit peut-être 100, 200 personnes, mais par derrière, il faut savoir que chaque personne a au moins un enfant, une femme, un père, une mère, des personnes qui tiennent à cette personne. Donc, on se retrouve pratiquement à transporter 400, 500 personnes qu'on essaie d'étendre. Donc, de ton petit niveau, tu te rends compte qu'il y a autant de personnes qui prient pour toi, il y a autant de personnes en fait qui comptent sur toi. Et quelque part, tu te dis, il faut vraiment que je sois rigoureux dans ma tâche, il faut vraiment que je donne le meilleur de moi-même. Parce qu'il y va de la vie, de l'intégrité psychologique, physique de pas mal de personnes. Donc non, on ne se sent pas roi, on se sent plutôt responsable. C'est pour ça quand on arrive à Abidjan, on applaudit, on est tellement contents. Et on applaudit toujours. Oui, je me suis retrouvé sur certains vols où... Quand ton cœur était coupé pendant tout le vol, quand tu arrives, tu applaudis. Oui, et personne n'applaudissait à l'atterrissage. C'est toujours gratifiant, c'est toujours intéressant d'avoir un peu de recul, de voir ça en fait de l'arrière. Parce que la plupart du temps, tu es à l'avant, tu ne sais pas forcément ce qui se passe à l'arrière, ce que les gens disent et tout ça. Donc quand tu es un passager, de voir que il y a autant de personnes qui se réjouissent, qui apprécient ton travail, tu te dis, ouais, j'ai fait quelque chose de bien. Voilà. Ok. Belle réussite en tout cas. Merci. Et aussi, je me doute, hein, j'imagine qu'il y a quand même peut-être quelques petits inconvénients. Oui, forcément, comme dans tout métier, je pense que le bémol véritable, en fait, qui est inhérent, justement, qui est intrinsèquement lié à l'activité, hein, c'est le fait de ne pas souvent être présent. Donc, tu peux te retrouver sur des rotations. Encore quand la compagnie n'est pas encore super grande, tu as peut-être 1 ou 2 jours à faire dehors. Mais quand tu es dans une super grande compagnie où quand tu fais du long courrier, tu peux faire 1 semaine, 2 semaines, loin de ta famille et tout ça. Donc, par moment, on peut dire que tu manques des moments importants qui font la vie de la famille. Me concernant directement, à la naissance de mon garçon, je n'étais pas présent. À l'anniversaire, son premier anniversaire, je n'étais pas présent. Voilà. Donc, c'est des moments comme ça que tu aimerais bien savourer, communier avec ta famille où tu n'arrives pas à être présent. Voilà, tu as l'impression en fait que tu manques en fait certains pans de la vie de ta famille. Et si tu ne prends garde, que tu n'es pas assez rigoureux, que tu n'essaies pas de rattraper, tu peux te retrouver au soir de ta carrière en fait, à voir que y a tellement de choses qui se sont passées que tu n'as pas pu faire. Il y a des choses que tu avais envie de faire avec ton gamin, avec ta famille, que tu n'as pas pu faire. Ça va aller, parce que là, du coup, je vais dire à la compagnie là, de se calmer. Comme ça, on va pouvoir aller aux anniversaires ensemble. C'est tout le mal que je souhaite. Voilà. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris? Oui, quelque chose qui m'a surpris. Faut dire que ce que les gens ont l'habitude de voir, de dépeindre, c'est le côté, je dirais, bling-bling du métier. Voilà, on voyage, on va partout et tout ça. Ce qu'on ne dit pas, par contre, c'est que ça demande une rigueur et une discipline, mais vraiment sur tous les plans. Sur le plan déjà personnel, il faudra avoir un style de vie, il faudra avoir une discipline de vie. Parce que justement, ce qui te permet d'exercer, c'est vrai, ta licence de pilote, mais qui est accompagnée de ce qu'on appelle en fait la visite médicale AVM, que tu fais 1 fois par année jusqu'à tes 40 ans et 2 fois dans l'année à partir de tes 40 ans. Et à cette visite médicale, justement, tu es ausculté, mais vraiment de fond en comble, quoi. Et si jamais il y a un indicateur qui dénote, ton métier peut s'arrêter du jour au lendemain. D'accord. Voilà, ah oui. Donc il y a ce petit truc-là que, enfin, tout le monde n'a pas forcément l'information, mais oui, c'est une réalité. Voilà, donc il y a une discipline en fait à avoir sur soi-même, une discipline de vie, une rigueur. Il faudrait travailler en fait de façon continuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que pilote, en fait, on est checké. Franchement, je pourrais dire à chaque vol. On s'assure en fait que tu es le standard requis.
Voilà, donc il y a des formations qui sont organisées chaque année, enfin à des fréquences régulières, ça peut être chaque année, ça peut être tous les 2 ans, tous les 3 ans. Tu vas au simulateur au moins une fois dans l'année pour qu'on puisse apprécier si tu as encore le standard requis. Et voilà, il y a un ensemble de choses comme ça que tu n'as pas forcément en fait à l'idée quand tu postules pour le métier. On dira, tu étais censé t'informer. Oh, oui, c'est sûr, mais lorsqu'on les voit se balader dans l'aéroport avec la casquette, avec les galons, on a vite fait d'oublier en fait ce point qui est une réalité justement. Ok. L'aspect réglementaire, sécurité, hygiène. Voilà. Ok. Voilà. Du pilote. C'est ça justement. Alors, est-ce que tu aurais un conseil pour tous les jeunes qui veulent s'orienter vers la carrière de pilote? Alors, moi, je dirais, déjà, c'est un super métier, c'est un métier que je trouve extraordinaire, qui t'apprend tellement de choses, mais qui demande aussi beaucoup. Voilà, qui te demande une rigueur, une discipline, comme je le disais tantôt, qui demande du travail, qui demande aussi beaucoup de passion. Donc, si vraiment tu sens que c'est ce métier que tu voudrais exercer, il ne faut pas avoir peur, quoi. Tu essaies d'entreprendre. C'est vrai, le coût de la formation au départ, là, ça peut sembler vraiment onéreux. Mais je sais qu'il y a quand même des organismes d'accompagnement qui aident dans ce sens-là. Donc, c'est de vraiment prendre sur soi, de s'informer sur le métier, de foncer et de chercher à vivre sa passion. Mais vraiment en ayant à l'esprit qu'il faudra avoir une rigueur, une discipline, il faudra aimer le travail continu, il faudrait être prêt en fait à faire des sacrifices. C'est un peu ces différents conseils-là que je peux donner en fait à tous ceux qui voudraient postuler pour ce métier. Okay. Mais c'est vraiment pas moi qui vais cracher dans la soupe, hein. C'est un truc super. Voilà, mais il faut garder à l'esprit quand même que ça demande minimum de discipline, quoi. Autant c'est intéressant, autant si tu veux faire durer le plaisir, faut te donner le moyen pour. Ok, effectivement. Comme tout, hein, j'ai envie de dire, c'est à double face. Hein. Il y a un positif et négatif. Après, l'idée, c'est que le positif, quand même, outrepasse tout ce qu'il y a de négatif. Alors, une autre question que je sais que les jeunes se posent pas mal, ça me rapporte combien tout ça? Donc, en fait, si je m'oriente vers le métier de pilote en débutant, quelle est la fourchette? Alors, je précise toujours, c'est indicatif. On est à Abidjan, on est à un instant T. Voilà, donc on peut prétendre à combien qu'on débute? Merci pour les différentes balises. On est à Abidjan. Voilà. Il y a un joker. Non, pour être plus sérieux, je dirais faut mitiger. Faut mitiger dans la mesure où quelqu'un dont la formation a été financée par un organisme ne peut pas prétendre à la même rémunération que quelqu'un qui a financé de sa propre poche. Autant, il faudrait considérer aussi la conjoncture. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'avec la situation actuelle, l'aviation a pris un sacré coup. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la situation actuelle. Depuis un petit bout de temps quand même, il y a beaucoup plus de pilotes, que le marché demande. Donc, il s'est trouvé un moment que pour pouvoir avoir 2 heures de vol, qui constitue chez nous l'expérience professionnelle, il s'est trouvé qu'il fallait payer en fait de sa poche ou décider de voler de façon gratuite. On appelle ça des free to fly ou des pay to fly. Donc une personne qui se trouve dans cette situation ne pourra pas espérer en fait avoir la même rémunération que quelqu'un qui a eu sa formation financée, qui doit rembourser des traites, que quelqu'un qui a payé de sa propre poche. Donc, donner une fourchette, ce serait un peu, je dirais, vendre du rêve voilà, à des jeunes qui voudraient bien embrasser cette carrière. Je me dis, si tu veux vraiment embrasser la carrière, c'est sûr, ça nourrit son homme. Je ne vais pas faire la fine bouche. On peut prétendre à certains plaisirs, oui, que le commun ne peut pas forcément s'offrir. Mais encore une fois, il ne faudrait pas que ce soit le leitmotiv. Il ne faudrait pas que ce soit vraiment ce qui nous catalyse. Voilà. Faut mitiger. Et il n'y a pas je creuse quand même, il n'y a pas à partir de. Non, il n'y a pas à partir de. Il n'y a pas à partir de. Il n'y a pas à partir de, il y a
Je vis bien. Je vis bien avec, voilà. En plus, je suppose que, j'ai envie de dire des avantages peut-être en nature, dans le style, je vais dans un pays, à l'hôtel, voilà. Si on peut l'exprimer Enfin, ainsi. je pense que... Je vais à l'hôtel, encore une fois, selon les compagnies et tout ça, mais de façon générale, je me retrouve dans des hôtels qui sont relativement capés, des 3 étoiles, des 4 étoiles, selon en fait de la compagnie. Des selon, 5 étoiles. Oui, selon la compagnie, okay. Justement. Voilà, je reste là en escale, je profite des plaisirs en fait de l'hôtel, voilà, tout ce qui fait l'apparent en fait de l'hôtel, de l'environnement. Pour certaines escales, tu pourras avoir des perdièmes par exemple parce que tu es en mission et tout ça. Voilà. Donc quelque part quand même, on peut dire tout se recoupe quoi. Si tu n'as pas forcément le cash, oui. Mais tu as la autorité qui va avec, okay. Et puis ça fait toujours bien d'avoir les galons. Voilà. Alors, la dernière question, avant que je te demande si toi tu en as eu, enfin si tu veux rajouter quelque chose, pardon, en termes d'évolution de carrière, qu'est-ce qu'on fait après avoir été pilote, ou est-ce qu'il y a des grades, on va dire, qu'il faut monter ou... D'accord. Je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est réglementation et tout ça, je vais vous donner le classique. Je vais faire simple et relativement basique. Faut savoir que déjà, lorsqu'on commence là, on commence en tant qu'officier pilote de ligne. Ça, c'est le basique. Donc, une fois que tu es devenu officier pilote de ligne confirmé, je dis confirmé parce que tu as une petite période qu'on pourrait qualifier de stage. En fait, c'est une période où tu es censé être instruit sur la machine et puis tu acquiers en fait tes armes. Donc, tu peux escompter après un certain nombre d'heures de vol, une expérience que tu acquiers avec le temps et selon les besoins de la compagnie. Tu peux escompter donc devenir commandant de bord. Encore faudrait-il que tu puisses satisfaire en fait aux différents critères de compétences relatifs au CRM. Donc, ça sera quelle est ta manière en fait de manager des hommes, parce qu'en équipage on manage des hommes, on manage les passagers, on manage les hôtesses et stewards qu'on appelle dans le jargon les PNC. Voilà. Donc après, tu peux rester commandant de bord et puis essayer de gravir en fait les échelons, mais vraiment en termes de taille de machine. Donc tu peux être commandant de bord sur une petite machine et au fur et à mesure en fait, pouvoir piloter des plus grandes machines. À la suite donc il y a ce qu'on pourrait qualifier d'instructeurs qui ont cette fibre-là de vouloir distiller en fait leurs connaissances. Donc il faudrait satisfaire encore une fois des tests. Chez nous c'est que ça, des tests, des critères à n'en point finir. Donc tu satisfais à certains tests et tout ça, donc tu peux devenir ce qu'on appelle chez nous donc des TRI. Et après TRI pour instructeur et puis TRE en fait pour examinateur. Okay. Et voilà, tu peux évoluer comme ça jusqu'à ta retraite et ou peut-être avant, tu peux décider d'intégrer une structure qui se charge en fait de réguler tout ce qui est normes, réglementation de l'aéronautique, de l'aviation. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ce sera par exemple l'ANAC. Tu peux espérer en fait intégrer l'ANAC en qualité d'inspecteur. Voilà, donc tu vas donc travailler sur ce qui sera réglementation, procédure. Tu vas essayer de checker pour voir si c'est bien fait, si c'est bien respecté. Est-ce que ça va toujours dans le style de la sécurité, est-ce que ça garantit la sécurité, tout ça. Pour d'autres qui se sentent l'âme de manager, de gestionnaire, ils vont vouloir intégrer en fait évidemment la partie gestion du business. Okay. Donc ça sera des personnes en fait qui vont vouloir s'intéresser à ce qui sera direction des opérations aériennes principalement, ou direction générale selon, mais en tout cas des gens en fait qui vont vouloir en fait manager, qui vont vouloir donc s'intégrer, qui vont vouloir porter en fait ce costume là. Voilà, donc principalement je peux dire si vraiment tu veux rester dans le métier de pilote, ça sera la première ce que j'ai donné en fait en premier lieu.
Les deux ne s'excluent pas mutuellement. Tu peux faire l'un et l'autre. Et voilà, donc principalement, ça sera ça. Principalement. Avant de remercier Innocent, je tiens à rappeler que sur edukia.com, vous trouverez un service d'accompagnement. Donc, vous avez du coaching pour déterminer le métier qui est fait pour vous et la carrière dans laquelle vous allez vous épanouir. Donc, n'hésitez pas à écrire à hello@edukia.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, je voudrais aussi vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube pour motiver l'action de Edukia, de partager cette vidéo et de liker bien sûr. Innocent, je reviens à toi. En tout cas, merci beaucoup de ta présence avec nous aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir d'en apprendre plus, notamment sur ton parcours, mais aussi tes missions au quotidien et les conseils que tu as prodigués si gentiment, on va dire, aux jeunes. Et on a été vraiment ravis de te recevoir et de pouvoir échanger avec toi. Le merci, je pense qu'il viendra plutôt de moi, je me sens vraiment honoré que votre regard se soit posé sur mon CV, mon petit CV d'ailleurs. Et tout de suite quand vous m'avez, ou si tu préfères, voilà, quand tu m'as appelé pour l'émission, je me suis senti vraiment honoré. Je me suis dit, ce serait intéressant pour moi de partager mon expérience pour que des jeunes qui seraient intéressés par le métier puissent voir qu'en fait, pour peu qu'on essaie d'y prêter un peu d'attention et de se donner les moyens, on peut vivre son rêve. Donc, je pourrais dire comme ça que tous ceux qui se sentiraient une fibre de pilote, qui aimeraient vraiment embrasser cette carrière, de ne pas se mettre les barrières, de foncer même quand ça semble perdu d'avance. Et puis, Dieu fera le reste. Voilà. Nous allons donc conclure sur cette très belle phrase d'Innocent, à savoir qu'il faut justement croire en vos rêves et surtout ne pas vous poser de limites. Donc c'est un message que je partage également. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur edukia.com.